Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse Kill Team. Pour celle des rôdeurs, on est parti, let's go! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée à Kill Team. Je suis comme à mon habitude avec notre champion Luxurio qui va bientôt en direction des championnats du monde avec sa Kill Team Necron. Luxurio, merci à toi pour cette nouvelle interview, cette analyse. Comment tu vas? Très bien, merci à toi pour l'invitation et j'ai hâte de faire cette petite analyse, cette petite team très sympathique. D'ailleurs, on peut constater quelque chose, il a changé son micro. On a un son de meilleure qualité là. J'ai fait l'effort. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bon, on attaque avec cette team de rôdeurs. Je les ai pas du tout lus. Tu m'as dit qu'ils étaient assez simples à comprendre, donc on va y aller vraiment... on va y aller freestyle. On commence par la composition de l'armée, du moins de l'armée, de la Kill Team plutôt. On a 5 agents. On a un agent primate rôdeur obligatoire. Et ensuite, on va avoir le choix entre 4 agents rôdeurs choisis dans la liste suivante. Un funeste quelque chose. Un sim... Oh, c'est quoi ces noms, sérieux? Simopo, Crash Venin, Guerrier et Fracasseur. Attends, le premier, je veux le relire. Funeste serre. Funeste serre. Funeste serre? Ah oui, ok. C'était compliqué. Bon, hormis les agents guerriers, votre kill team ne peut inclure chacun des agents de cette liste qu'une seule fois. Ensuite, on va lire les règles de faction. Il y en a 2, donc il y a creuset et il y a tunnel. Tu vas nous les expliquer, je pense que ça sera plus simple. Et après, si tu peux nous dire un petit peu le choix que tu ferais, toi, dans la composition. Est-ce que tu mets qu'un seul guerrier? Comment tu vois le truc? Est-ce que tu mets pas de guerrier? J'expliquerai après, il n'y a pas de souci. Allez, vas-y. Alors, règle de faction, déjà, il y a le tunnel. Vous êtes des rôdeurs, vous êtes sous terre, vous enfouissez, vous avancez tranquillement et au moment d'aller attraper vos proies, vous pouvez sortir du tunnel. Donc en fait, c'est la mécanique de faction. Vous allez placer un jeton de 20 mm sur le bord le plus extrême de votre côté de la table. Donc pas dans votre zone de déploiement, mais vraiment le coller au bord de la table. Et ce jeton-là, il va avancer à chaque tour de 5 pouces. Là, très simple. Donc tour 1, il est 20 mm collé. À la première phase de stratégie, elle avance de 5 pouces plus, du coup il est 5 pouces plus 20 mm, tour 2, 10 pouces, tour 3, 15 pouces, et tour 4, 20 pouces. Donc c'est quelque chose qui a de plus en plus d'impact plus la game avance, et en fait les jetons sont numérotés de 0 à 3, 4, je sais plus, 0 à 4, et ils forment un tunnel. En fait c'est une ligne droite, un peu comme ce qu'on avait vu lors de la réduction of Take, c'est une ligne droite, et ça constitue un tunnel. Le jeton plus ce qui sépare les lignes, et c'est bien dans l'ordre. C'est bien 0, 1, et le tunnel relie 0 et 1. Et si vous faites 2, le tunnel il relie pas 0 et 2. Il relie 0, puis 1, puis 2, puis 3, puis 4. Okay. Vous débloquez une aptitude qui s'appelle creuser. Creuser, c'est l'aptitude qui vous permet de vous enfouir dans le sol ou de sortir du sol, dépendamment d'où vous vous trouvez actuellement dans le jeu. Parce que par défaut, vos agents rôdeurs peuvent se trouver sous le sol. Okay. Donc ne pas être dans la zone de bataille, mais dans leur tunnel. Quand ils sont dans leur tunnel, on ne peut pas leur tirer dessus parce qu'ils ne sont pas dans la zone de bataille, on ne peut pas les combattre. Attention, leurs activations ont lieu comme d'autres équipes, par exemple les Aquilons, c'est-à-dire que vous activez l'agent et vous décidez, ok, je m'active ou je passe, et s'il doit prendre des blessures parce qu'il est empoisonné ou brûlé, il les prendra comme. Mais okay. Il ne sera pas ciblable par les adversaires par quelconque aptitude possible. Il est sous terre, quoi. C'est ça. Tour 1, vous êtes obligé de déployer minimum 2 agents de votre équipe, mais par contre, tout le reste de l'équipe peut commencer dans le tunnel. Okay. C'est important à savoir. Vous pouvez aussi mettre tout le monde dans le tunnel dès la fin du tour 1. Et petit truc important à savoir, si au tour 4, vous avez des agents qui sont encore dans le tunnel, à la fin du tour, ils sont morts. Donc, il ne faut pas oublier de les sortir du tunnel. Oui, sinon, c'est des points cadeaux à l'adversaire. C'est dommage, quoi. Ok. Voilà. Niveau composition d'équipe, globalement, on se prend pas trop la tête avec cette équipe, on prend tous les spécialistes, pas de guerrier. Le guerrier a un profil qui est pas très intéressant comparé aux spécialistes, il est extrêmement situationnel. Ok, comme ça c'est simple. Question. Là, tu nous as expliqué la règle des tunnels. Quand tu traces ton tunnel, le tunnel va tout droit ou tu peux faire des droites-gauche?
En fait, où tu choisis. En fait, le jeton doit avancer de 5 pouces, mais après dans la direction que tu veux. ok. Étant donné que 5 pouces, c'est pas énorme, généralement on avance, on le met face à un endroit où on veut aller tout droit. Et une fois qu'on l'a atteint, on bifurque. Et Ok. ensuite, après, on s'arrange pour faire Parce d'autres que, en fait, quand tu sors du tunnel, ça te coûte 1 point d'action et tu es obligé de sortir d'un des trous, c'est ça? d'un des trous ou une des lignes. Ok, Que tu touches un jeton ou que tu sois sur une ligne. ok, Ne d'accord. serait-ce qu'à 1 micromètre de ton socle doit se trouver sur un chemin entre deux jetons. Et j'ai oublié de préciser, on perd 2 pouces de statistiques de mouvement pendant l'activation pendant laquelle on est sorti du tunnel. Parce que les Ok. agents ont tous 7 pouces de mouvement. Ils sont très rapides, mais du coup, ils perdent un peu de mouvement à sortir du tunnel. Ça marche que Ok. quand c'est leur activation. On verra plus tard pourquoi. Question aussi très importante, quand tu sors du tunnel, tu peux pas faire une action charge, tu peux juste faire un mouvement ou si tu peux quand même charger. Tout faire. Ok, donc en gros, On a aucune si tu déclares une charge, tu passes de 7 à 9, moins 2, tu restes à 7. C'est ça. Ok. Donc ça, c'est quand même très fort, ça donne une zone d'interdiction à l'adversaire en fait. Entre guillemets. Après, la zone d'interdiction devient de plus en plus grande. On verra plus tard c'est quoi les inconvénients et les avantages de cette fameuse zone. Aussi important, on peut sortir à portée de contrôle d'un ennemi et on peut s'enfuir à portée de contrôle d'un ennemi. Vous voulez pas faire un corps à corps, vous vous barrez. Vous voulez faire un corps à corps, vous n'êtes pas obligé de sortir en dehors, vous pouvez directement sortir à portée de contrôle. Il y a même d'ailleurs des stratagèmes et des agents qui vont vouloir le faire parce qu'ils ont des avantages à le faire. Ok, super intéressant comme mécanique. Ouais, c'est une mécanique extrêmement cool. Est-ce qu'elle est parfaitement équilibrée? Je pense pas, mais elle est très cool. Ok, moi là déjà j'ai un problème, je vois un problème sur cette team, ça va être tout ce qui est action de mission. Alors je connais pas la team, mais est-ce que c'est le cas? Un peu. Ah ouais voilà, ok. Tu vois pourtant... En fait, les actions de mission en elles-mêmes, il y a des moyens d'aller les faire et de ne pas jouer avec son adversaire. Cette team, c'est un peu, je joue, mais je joue pas avec toi. Je joue un autre jeu et à la fin, je commence à jouer et c'est la cata. Le problème, c'est que beaucoup de missions demandent de contrôler. Donc contrôler, c'est rester sur un point. Et quand on a 5 activations d'agents, avec ce qu'on verra les profils après, c'est très dangereux de rester sur un point et de laisser l'adversaire jouer. Même s'il y a le tunnel, en fait, si vous faites one shot, vous n'avez pas l'occasion de vous réenfouir. Ouais. Vous verrez qu'il n'y a pas trop de réduction de dégâts, pas trop de soins. On est vraiment sur l'inverse de Canoptech en termes d'équilibrage. Ok. Et ça a été très très bien pensé, c'est peut-être un peu trop light même d'ailleurs. Ok. Là, je me dis que si je fais une partie en compétitif, alors on va découvrir les profils et tout par la suite, hein, peut-être que ça va changer mon analyse, mais c'est peut-être une team où on va ou chercher la mission secondaire ou chercher les kills, mais pas forcément la mission principale. Si la mission principale est une mission, il faut faire une action comme téléchargement ou pillage, ça peut se jouer. Quand c'est des missions à contrôle, effectivement, là, c'est pas la peine. Ouais, c'est ça. Après, le concept, c'est aussi de dire à son adversaire, bah, viens faire la mission, moi je vais essayer de peut-être t'empêcher de scorer mieux que toi. Enfin, c'est assez technique à jouer, mais c'est intéressant. Ok. Bon, je pense qu'on a fait le tour pour la règle de faction. On passe directement, du coup, aux fiches techniques. Et on viendra après voir les subterfuges et tout ça. Alors, si je les retrouve, c'est bien. Ils sont là. Le premier, c'est le primate rôdeur avec 3 actions, 3 LPA. Donc, ils ont tous 3 LPA, comme ça, j'aurais plus besoin de le dire. Ils avancent tous de 7. Ils ont tous sauvegarde à 5+, sauf le fracasseur rôdeur qui, lui, aura une sauvegarde à 4+. Ils ont tous 20 points de vie, hormis le leader qui, lui, en a 21. Donc, c'est pas mal du tout. On bouge vite, on a 3 actions, on a 21 points de vie, donc c'est énorme. Maintenant, on n'a qu'une sauvegarde à 5. Moi, pour avoir joué la Death Corp pendant un petit moment, surtout en V2, la sauvegarde à 5, c'est un peu compliqué. Mais ça compense avec les 20 PV, on verra ce que ça donne. Lui, il a une arme de tir, 4 attaques 3+, 3, 4 de dégâts, portée 3, donc c'est vraiment très très court. Fracassante silencieuse. Et il a des griffes tranchantes, 5 attaques en 3+, 4, 5 fracassantes. Est-ce que tu peux nous expliquer ces stats et qu'est-ce que tu penses aussi de son profil attaque-défense, voilà, sa puissance intrinsèque, on va dire.
Alors, déjà, il faut savoir que tous les rôdeurs ont une attaque de tir courte portée en silencieux. Ok. Ça, c'est assez intéressant. Donc, pas besoin de s'engager pour tirer. Et quand on voit avec la règle de faction qu'on peut sortir au corps à corps d'un agent, ça peut permettre de faire des petits combos sympas. Et surtout, ça permet d'éviter de se mettre en danger. Sauvegarde à 5, on n'a pas envie d'être engagé pour tirer. Il y en a un qui a son meilleur profil sur du tir normal, mais ils ont tous du tir en silencieux. Donc ça, déjà, c'est cool. 4 attaques sur du 3, 3-4 fracassantes. C'est sympathique. C'est pas trop fort. C'est juste sympa. 5 attaques sur du 3, 4-5 fracassantes, par contre, pour le corps à corps. C'est un bon profil. C'est une épée tronçonneuse avec le mot-clé fracassant. Donc, on rappelle, si vous retenez une critique naturelle ou une critique via des bonus autres que fatale, et ben vous pouvez transformer une de vos normales en réussite critique. Ça vous permet d'avoir une deuxième critique gratuite. Attends, c'est un bon profil. J'ai une question, parce que là, tu m'as dit autre que fatal. Tu peux pas combiner fatal et fracassant? C'est fini depuis quelques mois. Sérieux? Oui. Oh non! Non mais attends, heureusement que je te pose la question, parce que moi, je continue à le jouer comme ça. Et il y a une FAQ, en fait, il y avait des petits problèmes d'équilibrage sur certaines équipes, et ils ont décidé de prendre le combo et de taper très fort dessus. Donc fatal ne provoque plus fracassante, donc pas de une crit naturelle, une deuxième crit. Fatal ne provoque plus vengeresse, une crit permettait d'avoir une touche échec en normal, ça marche plus aussi. Et je crois que c'est les deux seuls combos. C'est vraiment fatal qui marche plus avec ça. S'il y a une règle qui vous dit que vous retenez une normale en critique ou que vous retenez une critique auto, ça fonctionne. Attention, on peut pas retenir 2 fois un jet de dés. Il y a certaines factions qui retiennent avec précision 1. Les précisions peuvent pas être transformées en fracassantes aussi. Je suis blasé là. mais c'était une petite FAQ qui est passée et qui a fait certaines factions les exactions. Hop là, au revoir. De retour dans la mêlée. Voilà, bon. Voilà. Bon, mais bah, bon, écoute, ils n'ont pas cette règle, ils n'ont pas fatal. Mais je le précise pour tous ceux qui pensent fatal, adieu fatal. C'est sympa, mais c'est moins fort quand même. Ah bah oui, avant c'était trop fort. Moi j'aimais bien essayer de trouver les combos comme ça où tu provoquais directement ton crit via le fatal. Et bon, bref. D'après Games Workshop, c'était pas prévu comme ça dès le début, mais personne l'avait compris. Et puis surtout que je pense pas que c'était prévu, c'est juste qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème d'équilibrage sur certaines équipes. Ok. Bon, du coup, je te laisse expliquer un petit peu ce qu'il a, le lien synaptique. Alors ça, c'est un truc que j'adore chez les tyrannides. Donc là, c'est très très bizarre. Vous allez voir, c'est pas un lien de fou, c'est vraiment juste un passif. Tant que cet agent il est en vie, à chaque début de tour, vous avez le choix. Jetez un D6, et en fonction du résultat, il y a des choses bien et des choses moins bien qui peuvent arriver. Donc, si vous faites un jet de dés supérieur au tour actuel, c'est 1 point de commandement que vous gagnez. C'est super cool. Franchement, c'est génial. Si vous faites autant que le résultat du tour, il se passe rien. Et si vous faites moins, vous prenez des dégâts équivalents à votre jet de dés. Là, vous vous dites, ah merde, je peux prendre des dégâts. Bah, tour 1, vous pouvez pas prendre de dégâts. Parce que vous faites soit 1, soit un CP bonus. Tour 2, vous pouvez prendre maximum 1 point de dégâts. Et sinon, 3, 4, 5, 6, c'est des CP bonus. Tour 3, ça commence à aller 1 ou 2 points de dégâts, vous allez quand même pouvoir tenter. Et tour 4, jusqu'à 3 points de dégâts. En fait, ça, faut le faire à chaque tour. Tant que votre chef est en vie, faut le faire. On verra plus tard que ces agents-là peuvent se soigner quand ils s'activent. Vous faites le jet de dés à chaque fois et puis vous... Donc c'est sympa, mais j'avoue que lien synaptique, je l'aurais peut-être pas appelé comme ça, quoi. Ouais, j'avoue que c'est un petit peu chelou. Bon, bref, écoute. Donc votre chef, faut le garder en vie parce qu'il génère des points de commandement et vous allez voir, vous allez vous en servir, mais pas pour ce que vous pensez. C'est assez rigolo. Ok. Du coup, il a quoi? Il a crête neuroprédatrice. C'est littéralement la même aptitude que pas mal de teams ont. C'est, en gros, quand vous déterminez le contrôle d'un marqueur, vous traitez la somme des LPA, donc c'est les points d'action, qui contestent cet objectif comme étant inférieur de 1, donc vous prenez le total, vous mettez moins 1, si le primat se trouve à moins de 3 pouces de l'agent qui est sur le point, de n'importe quel agent. Donc pas du point, mais d'un agent. Donc le primat n'est pas obligé d'être sur le point, mais il faut qu'il soit à moins de 3 pouces d'un des agents qui contestent le point. Et aussi important, les agents à moins de 3 pouces, ça leur coûte plus 1 de faire l'action ramasser les marqueurs et les actions de mission. Et dernier élément, et ça c'est le plus fort, les agents ennemis ne peuvent pas relancer leur dés d'attaque ou de défense quand ils sont à moins de 3 pouces du primat. C'est très très fort. Très très fort. 3 pouces c'est tout petit, mais globalement, ça le fait de lui un des meilleurs duellistes et anti-jeux. Il court sur l'adversaire et dit moi je l'aurai des relances, toi t'en auras pas.
Ça peut vite tourner. Après c'est petit, on est quand même sur Kill Team, il a un soc de 40 mm, 3 pouces tout autour de lui, c'est pas si petit que ça, moi je trouve. Hein. Ben, en fait, c'est grand, et entre guillemets, 3 pouces, c'est pas énorme, parce qu'on va pas le placer comme une sorte de balise à un endroit, on va vraiment l'envoyer à des endroits clés, parce que vous verrez, save à 5, c'est très dur. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je vois ce que tu veux dire. Mais du coup, c'est un très bon agent de corps à corps, parce que 21 points de vie, c'est ce qu'on aime au corps à corps. Hein. Ah bah ouais, clairement. Il y a des factions qui les voient arriver et ils partent. Voilà, aussi simple que ça. Ouais, il est balèze. On enchaîne avec le numéro 2, le Funeste Serre Rôdeur, si je l'ai bien prononcé cette fois-ci. Yeah. Donc lui, pareil, il a 2 attaques cette fois-ci à distance. 4 attaques, 3+, 4 de dégâts portés, 3 silencieuses, ça c'est la même, la pince caudale, et ensuite il a les glandes toxiques, 4 attaques, 3+, 4 portées, 6 cette fois-ci, silencieuse, poison, on va le voir juste après ce que ça fait le poison. Il a des faux toxiques au corps à corps, 5 attaques, 3+, 4, 5, létal 5+, choc, poison. Franchement, il est fort, hein. C'est mon chouchou. Tu m'étonnes. Moi, c'est lui, il est cool. Je l'ai sous-estimé au début. Et en plus, il a une petite aptitude dont on parlera tout à l'heure. Alors, la pince caudale, elle sert à rien, vous n'en servirez jamais. Vous tirez toujours avec les glandes toxiques. Donc, premièrement, vous avez plus de portée. Et en plus, il manque les poisons, donc pourquoi s'en passer. Et la faux toxique, pour moi, c'est le meilleur agent de l'équipe sur lequel investir ses ressources. On a vu qu'il y avait fracassante au-dessus et qu'on n'avait pas de relance. Mais lui, si l'adversaire n'a déjà pas de relance, vous avez autant d'attaques. Touche pareil, les dégâts les mêmes. Sauf que vous avez critique à 5. Critique à 5, c'est très fort. Surtout, vous avez le mot-clé choc. Choc, je le rappelle, quand vous tapez avec votre première critique au corps à corps, vous retirez un dé à l'adversaire. C'est comme si vous faisiez une touche critique et une parade. Par défaut, ça bloque, ça enlève une normale. Mais si l'adversaire n'a que des crits, ça enlèvera une crit. C'est très fort. Donc, c'est très fort. Et puis, poison. Poison, si tu veux, tu peux le dire. C'est vraiment facile. Ok, à l'étape résoudre les dés d'attaque, si vous infligez des dégâts avec une ou plusieurs réussites critiques, attention ça marche que sur des critiques, l'agent contre lequel cette arme est utilisée gagne un de vos pions poison. Chaque fois qu'un agent qui a un de vos pions de poison est activé, infligez-lui des 3 dégâts. Donc ça, en gros, il va le garder hormis si vous avez une aptitude qui permet d'enlever les pions poison. C'est rare que ça arrive, mais il y en a qui peuvent le faire. 2 teams dans le jeu qui peuvent. Ouais, c'est ça. Et lui, il a l'avantage de faire létal 5+, donc des critiques sur du 5, donc il va souvent mettre du poison. Et ça, c'est vraiment cool. Ça va permettre à des agents que vous n'avez pas réussi à tuer de les terminer à la longue, entre guillemets. Yes. Ensuite, il a une aptitude qui est feinte toxique. Ça coûte 1 point d'action. On va pouvoir choisir un ennemi à 2 pouces de cet agent. Sinon, si cet agent est sous terre, choisissez un agent ennemi sur votre tunnel, infligez D3 plus 2 dégâts à cet agent ennemi et il gagne un de vos pions poison s'il n'en a pas déjà un. C'est grave stylé ça. C'est très très... c'est pour ça que c'est mon chouchou. J'adore les agents qui font des dégâts de manière super fiable. Au corps à corps, on peut toujours louper tous ces dés. Sur une forme toxique, D3 plus 2, en moyenne ce sera 4, mais vous faites 3 minimum et vous mettrez du poison. Du coup, si l'adversaire ne s'est pas activé, vous faites minimum 4. C'est génial. C'est génial. Et je parle du minimum. Hein. Si vous faites un 5 ou un 6, ça fait 3 plus 2, 5. Ensuite, sur le poison, ça fait minimum 1, 6. Ça peut faire 7, 8 dégâts. Donc, c'est parfait. C'est vraiment très bien. Et puis, on a vu, choisissez un agent ennemi à 2 pouces. Vous pouvez le faire, même quand vous êtes au corps à corps. Sur le petit losange rouge qui est en dessous, ça vous dit que l'agent peut le faire étant sous terre. Parce que par défaut, normalement, vous ne pouvez rien faire en étant sous terre, à part ressortir. Lui peut le faire. Mais c'est extrêmement fort. Vous pouvez charger quelqu'un, mettre des mortels à un mec derrière, taper le premier mec sans le tuer. Ou... En fait, vous avez vraiment des moyens de faire des trucs très sympas avec cet agent. Et c'est un très très bon dueliste, comme on a vu. J'aime beaucoup. Franchement, il est très très bon. J'aime beaucoup. Je vois pas de situation où on le prend pas. Il a du tir moyenne portée. Il a du très bon corps à corps, moyen de faire des dégâts sans s'exposer. C'est très bien. Ouais, carrément. Bon, on continue avec le suivant, le Sismopho Rôdeur. Pareil, au niveau des statistiques. Ensuite, la pince caudale, on l'a déjà vu. Et les griffes tranchantes. C'est l'épée tronçonneuse, 5 attaques en 3+, 4-5 fracassante.
Donc c'est le même délire que le boss, sauf qu'il a un point de vie de moins. Et par contre, lui, il a embuscade souterraine et chasseur hyper sensoriel. Or, si tu peux me l'expliquer, parce que c'est un long paragraphe. Yes, petit errata important pour ceux qui l'auraient pas vu, qui avaient déjà acheté l'équipe. En anglais, il avait le mot-clé rending dans son nom d'arme, mais il avait pas de mot-clé. Et du coup, ils se sont rendus compte qu'ils avaient oublié de rajouter un mot-clé. Et du coup, il a gagné fracassante, là, ces 2 derniers mois. Il l'avait pas de base. C'est vraiment juste un oubli de leur part. Donc il s'est amélioré, il est devenu meilleur. Embuscade souterraine. Une fois par tournant, après qu'un agent ennemi effectue une action dans laquelle il s'est déplacé de plus de 2. On parle bien de se déplacer. Donc les agents qui sont retirés et replacés, ça ne fonctionne pas. On parle vraiment d'un mouvement normal. Donc les speeds, vous ne pourrez pas les interrompre. Ils volent, votre agent ne les entend pas. Et qui finit à 2 pouces ou moins. Je précise le ou moins, parce que des fois il y a toujours un débat. S'il finit à moins de 2 pouces de votre tunnel, donc, vous pouvez dire stop, je vais jouer avant. Et là vous dites oui, mais si j'avais déjà joué, stop, je peux contre-attaquer avant. Cet agent, tant qu'il n'a pas joué / contre-attaquer, tant qu'il reste un des 2 qui est disponible, il peut interrompre un adversaire qui viendrait à moins de 2 de votre tunnel en se déplaçant de plus de 2. Si l'adversaire fait un mouvement de 1, ça marche pas. Si l'adversaire finit à 2,1, ça marche pas. Mais du coup, vous vous activez. Normalement, vous dépensez vos 3 points d'action. Par contre, vous êtes obligé de tirer ou combattre l'adversaire. Ok. Il y a un consensus qui dit que si vous tuez l'adversaire avec un stratagème qui fait des dégâts, ça fonctionne aussi. Ça annule pas votre interruption. Et ensuite, vous dépensez vos points d'action comme vous voulez. Attention, pour qu'il interrompe, il faut bien qu'il était dans le tunnel. S'il n'est pas dans le tunnel, il n'interrompt pas l'adversaire. Ok. Vous ne pouvez pas sortir du tunnel, taper, vous recacher, ça marche pas. Vous pouvez pas faire 2 fois l'action de sortir, rentrer dans le tunnel vu que c'est la même. Ok. C'est très, ça fait très rôdeur, hein. Moi j'aime beaucoup. Ça fait très... il est dans le sol, il vous attend, vous passez trop près, il vous attrape, il vous mange. Très rigolo. En termes de lore, c'est génial. En termes de jeu, ça ouvre quelques petites possibilités. C'est pas mon préféré, mais il est très sympathique. Et puis c'est une unité que je trouve assez stylée. Les chasseurs hypersensoriels. Donc cet agent peut effectuer l'action chargée alors qu'il a un ordre dissimulé. S'il a effectué l'action creusée pendant son activation, pendant sa contre-attaque. En fait, il pourra faire l'action dissimulé s'il sort dans le tunnel, quoi. C'est sympa. C'est très fort. C'est très sympa. Ouais, j'aime beaucoup celui-là. Après, je pense qu'il est difficile à mettre en place parce que, surtout si l'adversaire connaît bien la team, je pense que c'est compliqué pour vous. Mais lors de vos premiers affrontements, quand vous allez affronter quelqu'un pour la première fois, lui, il n'a jamais affronté les rôdeurs, je pense qu'il va un petit peu s'en mordre les doigts parce que c'est sûr qu'au bout d'un moment, il va faire une erreur. Ouais. Il y a aussi le côté où vous allez placer votre tunnel et vos agents de manière à ce que l'adversaire il fasse un choix. Soit il vient et se fait fracasser, soit il vient pas, et dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin d'utiliser l'aptitude. Mais mine de rien, là, à force de faire maintenant les analyses avec toi, hein, c'est la 3e qu'on tourne ensemble, je me rends compte à quel point Kill Team, c'est profond en termes de stratégie. Parce que pour maîtriser sa team, en vrai, il faut la poncer. Hein. Mais après, on s'en rend compte aussi, on est parti. Moi, Rôdeur, j'ai essayé de les jouer quand ils sont sortis, beaucoup. J'ai rangé la team. Alors, je faisais un peu d'anti-jeu au début. On n'a pas vu, mais il y a un agent plus tard qui avait un problème d'écriture de règles, et moi, on m'avait autorisé à tous les tournois de le jouer comme ça. Il m'avait dit, ouais, ça se joue pas comme ça et tout. Je fais, moi, on m'a dit, je joue comme ça. Et j'ai trouvé qu'elle avait un très gros potentiel, mais qu'elle avait des soucis majeurs de conception contre certaines équipes. Je sais pas si ça a été réglé, parce que moi, je suis passé sur Canoptech, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait des possibilités de faire des très belles choses avec cette équipe. En tout cas, d'après les stats, elle s'en sort franchement très bien. Ouais, ça m'a l'air pas mauvais, moi. Et c'était aussi une des teams les plus populaires. Dès qu'elle est sortie, elle a explosé le pic de popularité du jeu. Mais ça, c'est niveau des designs. Hein. J'ai bien vu que les gens ils se sont jetés dessus, quoi. Mais tyrannide, en fait, le mot tyrannide, il en a pas fallu beaucoup plus pour les gens. Non, mais c'est clair. De toute façon, en plus, on me l'a demandé ça en commentaire. Hein. Je sais plus si c'était quand on a fait la Necron ou la Deathwatch, ou peut-être même les deux. Ouais, je veux les tyrannides, je veux les rôdeurs. Bah les gars, voilà. Ils sont super contents, voilà. Il y a la tyrannide. On enchaîne du coup avec le Crash Venin en rôdeur. Pareil, il a la pince caudale. Lui, il a un trait venimeux, déflagration, et un trait venimeux concentré. Donc les deux, c'est 4 attaques en 3+. 4-5 pour le concentré, 3-5 pour la déflagration. Les deux ont porté 8, la déflagration c'est 2 pouces.
le poison, et l'autre, le concentré, il n'a pas la déflagration, mais il a le perforante 1, donc c'est pas mal. Et on finit avec les griffes tranchantes, c'est l'équivalent de ce qu'on a vu tout à l'heure, sauf que lui, il a aucun bonus. Ouais. Bon, après, c'est normal. Pourquoi c'est normal? Il a la meilleure arme de tir de l'équipe. Ah, du coup, ouais. je viens tout de suite rajouter le truc maintenant. Maintenant qu'on a l'attention des gens. Vous avez vu le profil de tir portée 8. Mais non, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi et tout. Attention, il a une action unique qui s'appelle gonfler le sac dorsal. Le sac dorsal, jusqu'à ce que cet agent ait tiré avec son trait venimeux. Donc attention, il peut tirer avec la pince caudale. Bon, vous le ferez pas, mais il peut le faire. Ou qu'il ait effectué de nouveau cette action ou l'action creusée. Donc s'il s'enfouit ou qu'il sort du sol, il perd son bonus. Il peut pas faire l'action de merde dans le sol, mais s'il s'enfouit et qu'il avait fait son bonus, il le perd. Parce que le sac se dégonfle. Il tire avec le trait, le sac se dégonfle. Pourquoi? Parce que vous allez gagner l'étal 5. Bon, déjà, rien que ça, c'est pas mal. Une attaque supplémentaire. Voilà, là, c'est... Wow, portée illimitée. Wow. J'avoue que ça, c'est un délire. Hein. Donc, on résume. Par défaut, vous avez d'attaque 4 attaques sur du 3. 3-5 ou 4-5 avec déflagration 2 ou perforance. Vous passerez donc en 5 attaques sur du 3, 4-5 ou 3-5, critique à 5, poison, déflagration ou perforante. Et on n'oublie pas que le poison, ça marche quand vous infligez des dégâts avec une critique. Donc c'est super cool de pouvoir fiabiliser les critiques sur une attaque avec 5. Et on n'oublie pas que déflagration donnait déjà la critique à 5 sur tout ce qui est Tomb World ou Into the Dark. Du coup, surtout le 5 attaques, il est très fort. On va aller chercher vraiment des paliers. Et 5 attaques sur du 3, 4, 5, perforante 1, poison, crit à 5. C'est très très fort, même contre du Space Marine. J'ai déjà supprimé un Plague Marine de la kill zone en faisant un jet de dés un peu correct. Et vous allez me dire, ah, j'ai toujours pas vu de relance. Il y en a pas. Ne vous inquiétez pas, ça va lâcher des CP pour relancer l'attaque de tir. À ne jamais faire, mais sur cette team, vous pouvez. Vous allez voir plus tard pourquoi je dis ça. Je l'ai senti au début quand tu m'as dit vous allez utiliser vos CP, mais pas pour ce que vous croyez. Les CP, lui, il les mange bien. Ça sentait la relance de commandement, ça. Ah lui, il aime bien la relance de commandement parce qu'en fait, vous allez voir les CP, vous allez en avoir pas mal. Bon, il en reste encore 2. Le guerrier rôdeur, mais celui-là, tu m'as dit qu'on n'allait pas le jouer. Lui, il a la pince caudale, on a des griffes tranchantes. Donc ça, c'est un peu le classique qu'on a vu. Et il a comportement instinctif. Quand cet agent tire sur combat ou riposte contre un agent ennemi estropié ou un agent ennemi qui a effectué l'action battre en retraite pendant ce tournant, ses armes ont la règle létale 5+. Mais j'avoue que comparé aux autres qu'on a vus, il n'est pas du tout intéressant. En fait, je vois pas qui sortir pour rajouter lui, malheureusement. Estropié, bon. Question. Avant, quoi. Juste une question. Hein. Le Space Marine, même s'il ne connaît pas la peur et qu'il est estropié, il est considéré estropié. Il ignore les effets d'être estropié, mais il le reste. Okay, il n'y a aucun agent dans le jeu qui ne peut pas être estropié, c'est juste être en dessous de la moitié de ses points de vie. Ensuite, ça apporte un malus qu'on ignore ou qu'on n'ignore pas. Non, mais j'anticipe des questions qui pourraient venir, tu vois, de la part de certaines personnes. Et c'est intéressant. Ouais, dis-moi. Ouais. Non, mais du coup, cet agent-là, voilà, on voit pas qui sortir pour le mettre. Il y a des gens qui m'ont parlé, qui avaient une stratégie. Je la vois pas. Ok. Bon, bah si jamais il y a des gros joueurs kill team et vous avez une stratégie avec les rôdeurs, n'hésitez pas à me le dire. Mais là, pareil, moi aussi, sur le papier, je le trouve pas intéressant par rapport aux autres. Après, moi, j'ai pas vu les subterfuges. Je découvre la team, là. Donc... Même avec les subterfuges, j'ai pas vu de stratégie. Ok. Bah écoute, on va voir si moi j'en trouve une. Mais si toi, tu l'as pas vu, ça m'étonnerait que j'en trouve une, moi. On termine les profils avec le fracasseur rôdeur. Il a une masse d'os, lui, et des griffes tranchantes. Donc la masse d'os, c'est à distance. C'est la même chose. 4 attaques, 3+, 3, 4 de dégâts. Portée 3. Perforante 1, par contre, lui, là, est silencieuse. Et au corps à corps, griffes tranchantes, 5 attaques, 3+, 4, 5. Et il a broyé. On va voir la capacité, ce que ça fait par la suite. Et il a une carapace aussi renforcée. Les dégâts normaux et critiques de 4 ou plus infligent un dégât de moins à cet agent. Et je rappelle que c'est lui qui a la sauvegarde à 4. Donc, est-ce que... Tank sur patte. Ah bah, clairement. Il est là, il se balade et tout. Et faut faire attention, 4+, ça le rend pas invincible. Il y a moyen de faire des trucs très sympas avec lui. C'est littéralement votre meilleur agent de 1v1 de la team avec le funeste cerf. Et le Prima à moindre mesure, parce que le Prima, il est très fort contre les gens qui ont des relances. Le funeste cerf et le fracasseur, c'est 2 personnes qui vont pouvoir se battre pour la place du meilleur.
Parce qu'il n'a pas choc, il n'a pas létal 5, mais il a broyé. Broyé, c'est quoi? Chaque fois que vous frappez, vous allez lancer un dé avec votre adversaire. Vous pourrez ajouter 1 si la caractéristique des PV de l'adversaire est de 9 ou moins. Donc, tout ce qui est un peu faible, vous allez pouvoir rajouter 1 à votre jet de dé. Et vous allez infliger la différence en dégâts si votre dé est meilleur que celui de l'adversaire pour un maximum de 3. Donc son arme 5-3, 4-5 est potentiellement une arme 5-3, 7-8. Mais ça, c'est du hasard. Attends, je relis parce que j'ai pas capté la broyer. Chaque fois que vous frappez, tirez au dé avec votre adversaire, donc que au corps à corps, en ajoutant 1 à votre résultat si l'agent contre lequel on combat, il a 9 points de vie ou moins. Donc, ok, donc pas mal d'agents en vrai. Si vous gagnez, donc ça tu le fais pour chaque fois que tu mets touche, des dégâts, chaque touche. Ouais. Ok. Mais c'est du hasard pur. Parce que vous avez tous les deux jeté au dé, et bah, si tu fais un 6 et que l'adversaire fait un 6, il se passe rien. Ouais, mais c'est quand même... Ça peut être très fort. Ça peut, mais c'est du pur hasard. Ça, c'est vraiment l'attitude qui fait... Ouais, je suis d'accord. Mais ça met... Moi, je trouve ça cool. Alors, c'est bien aussi d'avoir un peu des règles un petit peu comme ça qui viennent casser l'habitude qu'on a. Mais il faut pas se baser là-dessus pour se dire « Oh, vas-y, l'agent est trop fort. » Ce truc-là, ça rajoute quelque chose à l'agent, mais c'est très aléatoire. Ouais, bien sûr. Mais tu peux, par exemple, te dire... j'en sais rien. Moi, je prends à chaque fois la Descorp parce que c'est ce que j'ai pas mal joué, tu vois. T'arrives à... Ouais, mais... sur la Descorp, c'est one shot, oui, mais ça, c'est sûr. Hein. Bah, c'est ça, en fait. T'imagines, t'en charges 2. Tu peux pas combattre 2 fois, par contre. J'ai oublié un petit élément qu'on a oublié dans les règles de faction. Les rôdeurs peuvent contre-attaquer, peu importe leur ordre. Quand ils contre-attaquent, s'ils font pas d'action de mission, ils ont le droit de s'enfuir gratuitement ou de faire l'action creuser gratuitement. Ils font l'action de mission, ils peuvent pas creuser gratos. Et ils peuvent combattre 2 fois. Ils peuvent pas tirer 2 fois, mais ils peuvent tous combattre 2 fois. Ok, donc au final, tu vois, ça matche bien. Tu charges 2 gars, même si eux, ils ont plus 1 à la touche parce qu'ils sont 2, on s'en fout. Toi, derrière, tu peux combattre 1, tu sais que juste avec 1 dé, potentiellement, tu le tues, en fait. Tu vois. Et deuxième action... pas plus que 3 dégâts, parce que même s'il a une arme de fou, vous soufflez épée énergétique, tu réduiras les dégâts de 1, donc généralement, tu prendras 3. Voilà. Oui, mais pas beaucoup. En vrai, dans le meilleur des mondes, si t'es chanceux un petit peu, dans le meilleur des mondes, tu prends 0 dégâts et tu tues les 2 cadeaux. Ouais. Après, tu envoies un agent face à une team où il y en a 13. Oui. Ok, il y en a plus que 11, mais peut-être que ton fracasseur est plus là à la fin, quoi. Oui, peut-être. Après, je pense que c'est une team, tu l'envoies... Ouais, il faut bien choisir tes cibles et tu fais pas n'importe quoi. C'est ce qu'on verra après aussi, sur le plan de jeu global de l'équipe, c'est un peu ça. Voilà. Moi, ce que j'adore sur son profil, c'est son tir. J'aime bien l'envoyer, du coup, faire en sorte de le lâcher au corps à corps de quelqu'un, ou alors venir le faire venir à moins de 2 de quelqu'un pour tirer. Parce qu'en fait, perforante 1 sur une arme, c'est un bolter. Hein. Ouais. C'est très fort. Et comme lui, il tank un peu mieux, il peut forcer des trades négatifs à l'adversaire. C'est un très très bon agent. C'est l'agent le plus résistant. C'est un très très bon agent à prendre tout le temps. Je vois pas de situation où vous le prendriez pas. Yes. Petite question, quand t'achètes la team, t'en as 6 d'agents? 5. T'en as que 5? Que 5. Du coup, il n'y a pas de choix. Le guerrier n'est pas une option. Ah oui, d'accord. Le guerrier, il faut pas le monter. En fait, la boîte est sortie, on va pas se mentir, pour 40K. On resculpte des rôdeurs. Et du coup, il y a les tyrannides rôdeurs hyper adaptés, c'est ceux de la kill team qu'on voit les spécialistes, et les guerriers de base. Et donc, vous avez le choix de faire que des guerriers en achetant la boîte, avec un prima, ou que full guerrier, et de faire potentiellement prima full spécialiste. Vous pouvez aussi remplacer chaque spécialiste par un guerrier, mais on va le dire tout de suite, faites tous les spécialistes. Ouais. Et au pire, on s'en fout, même sur 40K, tu les joues comme ça. Ouais. Et puis, ils sont vachement plus stylés aussi en spécialiste. Ouais, tu m'étonnes. Un petit flow et tout. Ouais, non, mais ouais, clairement, elle est très très belle cette team. Du coup, parce qu'on va éviter de faire la conclusion maintenant, on attaque les subterfuges stratégiques. On en a 4, comme d'hab. Jaillissement soudain. Chaque fois qu'un agent tire sur un agent rôdeur ami, si cet agent ami a effectué l'action creusée pendant ce tournant, vous pouvez relancer un de vos dés de défense. Ça, c'est pas mal. Si cet agent ami est sur votre tunnel, vous pouvez relancer n'importe lequel de vos dés de défense. Alors ça permet un petit peu
de contrer l'effet du 5+. Qu'est-ce que t'en penses, toi? En statistique, une 5+, tout relançable, c'est un peu mieux qu'une 4+, mais moins bien qu'une 3+. Je l'utilise jamais parce qu'en fait, ça te demande un prérequis, c'est d'être sur le tunnel. Ok. Mais il y a des situations peut-être où c'est très situationnel. Bon, on va dire ça très situationnel. Par contre, on a loupé juste un qui est sur la page de dessus. Ah bon? Oui. C'est étonnant, ah, mais oui, ils les ont décalés, oui, ok. Ah bah oui, ils les ont décalés. Excuse-moi, la mort vient du dessous. Ouais. Donc, quand un agent rôdeur a mis combat, s'il a effectué l'action creusée pendant cette activation ou s'il contre-attaque, ses armes de mêlée ont la règle équilibrée. Ça, c'est très très bon. S'il est sur votre tunnel, ses armes de mêlée ont la règle inexorable. C'est encore mieux, mais c'est restreint. Qu'est-ce que t'en penses? À partir du tour 3, vous allez le payer, parce que normalement, vous voulez faire du corps à corps. Il y a une petite erreur en français, l'action creusée pendant cette activation ou pendant cette contre-attaque. Là, ils mettent ou s'il contre-attaque. Non. L'action creusée pendant l'activation ou pendant la contre-attaque. En anglais, je sais pas pourquoi ils n'ont pas corrigé. Mais c'est très fort parce qu'en fait, vous allez majoritairement creuser et puis taper. Donc ça, déjà, c'est bien. Vous allez avoir une relance gratuite. C'est cool. Et si vous êtes sur votre tunnel, vous avez inexorable. Et si en plus vous avez creusé, vous avez équilibré et inexorable. Les deux se cumulent. Ah bon? Pas exclusif. En fait, tu peux être sur ton tunnel et avoir creusé. Ah oui, bah oui, ok. Ah oui, bah oui. Voilà. Donc celui qui interrompt les gens à moins de 2 pouces, lui, comme il creuse et qu'il est sur le tunnel, il aura normalement tout le temps équilibré inexorable, ce qui le rend correct. C'est très bon même. Voilà. J'avais pas vu ça comme ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Le seul défaut, c'est que voilà, c'est limité au tunnel. Vous allez voir, tout est limité au tunnel et ça, c'est un peu triste. Ouais. Mais en fait, s'ils avaient pas mis le coup du tunnel et que tu pouvais popper n'importe où, ça serait trop fort. Oui, je pense juste que au niveau des relances, il y aurait dû avoir des relances sur le tunnel et des relances hors tunnel, mais peut-être un peu plus parce que les ennemis, si vous êtes sur le tunnel, ils peuvent se placer à plus de 9 et jouer leur vie tranquillement ou envoyer juste des petits sacrifices. Et tu peux pas aller chercher les vraies cibles intéressantes avec tes bonus, quoi. Quand t'as une cible de corps à corps, c'est compliqué, quoi. Ouais, non, mais je capte. En vrai, moi, j'aurais pas... Si j'étais créateur de la team et que je devais garder le même délire comme ça, de pouvoir creuser, sortir et tout des tunnels, j'aurais pas fait un délire comme ils ont fait avec les nécrons de ligne, parce que je trouve que c'est pas du tout adapté. On aurait dû faire des zones, tu vois. Moi, j'aurais fait les agents qui littéralement creusent, ils lâchent un marqueur, ils peuvent avancer et ressortir, et tous les agents peuvent emprunter les tunnels qui ont été faits. Ça aurait peut-être été beaucoup trop fort, mais là, comme ça l'est, c'est un tunnel qui avance petit à petit. En fait, c'est un tunnel. C'était 2 tunnels, je dis pas, les 2 tunnels sont indépendants, ça aurait été très très cool. Mais là, comme c'est un tunnel, c'est limitant. C'est limitant en termes de jeu. Je suis d'accord. Faut être très bon pour se débrouiller. Et le dernier, très cool. Très situationnel, mais très cool. Attends, on a fait celui-là. On a fait celui grouillé hors de... Non, on n'a pas fait celui-là. Ah non, t'as raison, il en reste 2. Ouais. Les 2 sont très cool. Grouillé hors de vue. Choisissez un agent rôdeur ami. Vous pouvez immédiatement effectuer une action creusée gratuite avec lui. S'il est à 2 pouces de votre tunnel, il peut immédiatement effectuer une action battre en tête gratuite ou repositionnement gratuit avant. C'est très bon, ça. Ça permet de sortir du tunnel en stratégique. Du coup, malheureusement, de ne pas avoir la relance d'équilibrer, mais de garder son plein potentiel de mouvement et d'économiser un point d'action. Et ça permet aussi, à la fin d'un tour, on n'a pas eu l'initiative, l'adversaire il est pas loin de nous, ou alors il a notre corps à corps, on ne veut pas qu'il combatte, mais on s'en va. Je suis plus là. Hop là, je suis là. C'est très intéressant. Là, faut garder un CP par tour à partir du tour 2 pour le faire généralement, juste pour mettre la pression à l'adversaire. Et normalement, les CP, ce sera pas un problème. Non, on a vu ça. Ensuite, on termine avec les stratégiques avec embusquer des tunnels. Quand un agent rôdeur ami est sur votre tunnel, il est à couvert, sauf s'il a 2 pouces de l'agent actif. Ouais, ça, c'est logique. Traitez ceci comme un couvert fourni par un terrain léger. Il est donc affecté par des règles qui l'en empêchent, comme désignation laser ou un terrain de type promontoire. Bon oui, ils ont expliqué que c'était un couvert léger, quoi. Couvert léger. C'est très cool et en même temps, c'est pas très cool. Il y a beaucoup d'équipes qui vont pouvoir... déjà sur Volcus,
Trouver un promontoire pour leur tirer dessus, voilà, ça va être possible. Carrément. Cependant, si vous faites tirer dessus depuis un promontoire, on n'oublie pas que vous pouvez retenir 2 sauvegardes automatiques si vous êtes en dissimulé et que la cible est en engagé. Malheureusement, il y a beaucoup d'équipes qui ont la règle saturation. Et donc là, vous retournez avec votre sauvegarde à 5 et ça, c'est un peu embêtant. Mais contre les équipes qui ne peuvent rien faire et en Into the Dark, là où il n'y a pas de promontoire, si la team adverse n'a pas de traqueuse légère, régalez-vous. Hein. Prenez votre tunnel, vous restez toujours dissimulé. Personne ne peut rien vous faire. Celui-là, je l'aime un peu moins. Bah, il est très 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 situationnel. Ouais, c'est ça. C'est ça. T'as tout dit. Bon, écoute, on va voir les subterfuges d'affrontement hein, pour continuer à voir les stratégies qu'on va pouvoir faire pendant la bataille. Le premier, c'est évasion sinueuse. Utiliser ce subterfuge d'affrontement. Donc, l'affrontement, comme je dis à chaque fois, c'est ce qu'on fait pendant la bataille. Les stratégiques, c'est ce qu'on fait en début de tournant. Donc, il y a une période qui s'appelle les manœuvres stratégiques. On va pouvoir faire en début de chaque tournant les subterfuges stratégiques et après, pendant la bataille, on fera les subterfuges d'affrontement. Donc, lui, le premier, évasion sinueuse. Utiliser ce subterfuge d'affrontement pendant l'activation ou la contre-attaque d'un agent ami rôdeur avant ou après qu'il ait effectué une action. Pendant cette activation ou contre-attaque, cet agent peut effectuer l'action battre en retraite pour 1 PA de moins, parce que battre en retraite, c'est 2 points d'action. Effectuer l'action chargée alors qu'il est à portée de contrôle d'un agent ennemi, et il peut quitter la portée de contrôle de l'agent ennemi pour ce faire, mais les restrictions normales pour ce mouvement s'appliquent. Ce qui veut dire les restrictions normales pour ce mouvement. En fait, pour faire normalement, on peut pas lancer de charge depuis le corps à corps d'un adversaire. Ok. Lui peut le faire. Du coup, si vous payez un point de commandement, votre agent pourra le faire. Bah, ça n'empêche qu'il devra finir à portée de contrôle de quelqu'un d'autre. Ça reste une charge. Ok, vu comme ça, ok. Ça dit juste que vous pouvez partir d'un corps à corps pour aller vers un autre corps à corps, ce qui est normalement impossible. Oui, mais ça, moi je trouve que c'est très bon ça. C'est extrêmement fort contre justement la Death Corps. Situation théorique, vous envoyez votre funeste cerf charger quelqu'un, vous lui faites très mal, il lui reste 2 points de vie, vous l'avez empoisonné, le tour se termine. Et bah là, si vous avez l'initiative, vous payez un point de commandement, vous allez charger 2 autres personnes, vous tapez les 2, vous tuez les 2. Le mec qui est derrière, il a 2 chances sur 3 de mourir quand il s'active. Vous venez de faire un carnage, et ça vous permet d'aller débloquer des points de couvert humain. Vous allez vous mettre à partir de contrôle de quelqu'un et dire bah tu peux pas me tirer dessus, sauf si t'as une règle qui me permet, ce qui n'est pas le cas normalement de beaucoup d'équipes, et de dire bah hop, ça va me servir de tremplin pour la suite. Très, très fort. Moi j'aime bien celui-là. L'avoir dans son kit d'outils, c'est très puissant. Et battre en retraite pour 1 PA de moins. Des fois, vous ne voulez pas combattre un adversaire parce qu'il est venu vous lock au corps à corps. Vous avez besoin de faire une mission ou quoi. 1 PA, je m'en vais, je fais mes 7 pouces de mouvement, je fais une mission et je retourne dans mon. Moi, je peux faire plein de trucs, quoi. C'est très fort. Moi, je l'aime bien celui-là. On enchaîne avec horreur souterraine. Utiliser ce subterfuge d'affrontement quand un agent ennemi effectue l'action combattre et choisit de combattre un agent rôdeur ami sur votre tunnel. À l'étape résoudre les dés d'attaque de cette séquence, vous résolvez le premier dé d'attaque, c'est-à-dire le défenseur au lieu de l'attaquant. C'est pas mal ça aussi. C'est le fameux fight first, donc vous combattez en premier. C'est pas vous qui lancez le combat, c'est bien l'adversaire. Vous défendez. C'est extrêmement puissant. L'adversaire sait que vous l'avez dans son kit d'outils, donc il va essayer d'éviter de venir vous chercher sur le tunnel. Si cependant il le fait, gardez bien un CP. Potentiellement, lui apprendre c'est qui le patron. Voilà. Ouais, très très bon. On enchaîne avec frappe fouisseuse. Utilisez ce subterfuge d'affrontement quand un agent rôdeur ami effectue l'action creuser. Avant de retirer cet agent de la kill zone ou après l'avoir placé sur votre tunnel, infligez D3 plus 1 dégâts à chaque agent ennemi à sa portée de contrôle. Faites un jet séparé pour chacun. Vous ne pouvez pas utiliser ce subterfuge à la phase de stratégie ou pendant l'activation ou la contre-attaque d'un agent funeste cerf s'il effectue l'action fente toxique. Ouais, c'est pas pour cumuler. Tu peux pas cumuler les buffs et faire. Après 2 D3 plus 3, on a compris. Tu peux monter. Sinon, tu monterais jusqu'à 8, 3. Tu pourrais monter jusqu'à 12 dégâts. Voilà, donc c'est pas possible. Voilà, c'est n'importe quoi. Frappe fouisseuse, c'est. Ça peut aller permettre de chercher des paliers compliqués sur des Space Marines. C'est sympa. Après, encore une fois, ça vous demande de le faire avant ou après creuser. Encore une fois, tout est basé sur votre tunnel. Ouais. Mais il est cool. Ouais, c'est ça. Ouais. Il est cool.
On termine avec frénésie meurtrière. Utilisez ce subterfuge d'affrontement quand un agent rôdeur ami est neutralisé. Avant de retirer cet agent de la kill zone, infligez D3 dégâts à chaque agent ennemi à sa portée de contrôle. Si cet agent ami est un crash venin qui bénéficie des effets de son action gonfler le sac dorsal, infligez D3 dégâts à la place. C'est pas mal aussi. Ça demande des PC, mais c'est pas mal. Ça demande un PC, faire des 3 dégâts à chaque ennemi, ça peut faire pencher la balance. Situationnel. Le 2d3 est super rigolo, qui a une interaction avec le sac. Ouais. Après, vous verrez que vous n'avez pas envie que votre crash venin soit au corps à corps. Non, mais bien sûr. Et 2d3, c'est pas assez pour justifier le fait qu'il vient de se faire fracasser. Mais c'est très marrant qu'il l'ait ajouté, et des fois, c'est cool. Non, mais c'est sympa d'avoir ça en plus dans sa manche. Ouais. Maintenant, on sait que, tu vois, le mec, il va te charger, parce que c'est pas toi qui va envoyer ton crash venin. Tu te dis, ok, j'ai 2 PC encore de dispo. Est-ce que j'en garde pas un pour ça, tu vois, genre, tu peux feinter, ton adversaire, il se dit, ok, je vais l'attaquer, je vais charger, je vais l'attaquer. Moi, il me reste, j'en sais rien, imaginons, je suis un Space Marine, je connais pas la peur, j'arrive, je charge, il me reste que 3 points de vie, mais toi, derrière, il t'en reste 4. Moi, je te tape avec en premier, normalement. Hormis si t'arrives à interrompre, mais tu sais, t'as plein de trucs comme ça où tu peux te faire des petits nœuds à la tête, et tu dis, bah, même si moi, en tant que Space Marine, je te tue, bah, derrière, il y a moyen que tu me tues aussi, tu vois. Ouais. Non, mais elle est intéressante pour tuer quelqu'un qui est venu vous... Pour faire des échanges positifs, quoi. Elle a un intérêt. C'est ça. Franchement, je l'aime bien, cette team. Hein. Je l'aime vraiment bien. Bon, du coup, on va terminer avec les équipements de faction. Moi, c'est ce que je préfère lire, parce que c'est ça qui va vraiment surbooster votre team, et je trouve ça super intéressant. C'est en lisant les équipements de faction qu'on comprend vraiment la puissance d'une team. Le premier, c'est le chromatospore de camouflage. Chaque fois qu'un agent tire sur un agent rôdeur ami, si vous pouvez conserver une ou plusieurs sauvegardes de couvert, vous pouvez conserver une sauvegarde de couvert supplémentaire. Ceci ne se cumule pas avec les sauvegardes améliorées par le terrain de type promontoire. Quand ils te disent sauvegarde améliorée, c'est quoi exactement ? Un tireur qui est sur un promontoire qui tire sur un ennemi à couvert léger, l'adversaire peut retenir soit 2 normales, soit une critique. Ouais. C'est ça la fameuse sauvegarde améliorée. Ah, ça marche pas avec ça. Je comprends pas le début de la phrase où ils disent conserver une ou plusieurs, parce qu'on peut jamais conserver plusieurs sauvegardes de couvert, à part comme ça. Et on vient d'expliquer que c'était pas compatible. Donc, quand vous avez le droit de retenir une sauvegarde de couvert, vous avez le droit d'en retenir une deuxième. En gros, c'est ce qu'ils sont en train d'expliquer. C'est très très fort. Malheureusement, encore une fois, saturation. Ah oui, bah oui. Bien sûr. Et le souci, c'est que si ça avait empêché, si ça avait permis de dire vous pouvez en retenir une malgré la règle saturation, on l'aurait pris à chaque fois. Mais là, va falloir regarder si la team adverse a accès à saturation. Si c'est le cas, bah, cet équipement, il sert à rien. Ouais. Après, vous affrontez un orc, bah, vous prenez pas l'équipement. Ouais, ok, je vois. Ouais. Effectivement. Même la Death Corps, hein. La Death Corps, c'est gratuit, le stratagème précision en saturation. Ouais, mais carrément. Vous prenez pas parce qu'il vous servira à rien de la partie, quoi. Ouais, mais c'est clair. On continue du coup avec sang acide. Quand un agent rôdeur a mis combat ou riposte, chaque fois qu'un dé d'attaque lui inflige des dégâts, jetez un D6 sur 5+, infligez un dégât à l'agent ennemi à cette séquence. Il est super marrant. Maintenant, est-ce que tu le prends ? Ça dépend. Lui, il est vraiment situationnel. Contre du Space Marine, oui. Okay, se dire qu'à chaque fois qu'on va se faire taper, on va pouvoir faire des dégâts. Ben pourquoi pas ? Ça permet de gagner des combats pas gagnables. Après, c'est 33% de chance. Une chance sur 3. Mais c'est bien. Vous allez être content de l'avoir. Et comme on a un équipement déjà qu'on prend pas une fois sur 2... le mec, alors, en fait... Le mec nous on est des sacs à PV, donc forcément des dés on va devoir en prendre plusieurs avant de clamser. Si en plus le mec qui vous affronte il met pas beaucoup de dégâts, s'il met 2-3 dégâts ou 3-4, il va devoir en lancer beaucoup. Donc vous allez lancer également beaucoup de dés derrière, donc forcément vous allez lui mettre aussi 2-3 dégâts. Ah mais clairement. Là honnêtement, sans acide, ça marche bien sur pas mal de choses. C'est moins intéressant sur les équipes qui n'ont pas beaucoup de points de vie.
Vous tapez à 5 généralement, Ouais. l'adversaire vous tape, si ça marche, ça fait 6, et il y a quasiment aucun agent dans le jeu qui a 6 points de vie. Ça marche bien contre les équipes qui ont 10 points de vie, 9 points de vie. Ça marche aussi bien contre les teams qui ont 12, 13, 14, 15, parce que ça peut se provoquer plusieurs fois et faire passer un palier sur lequel vous tuez avec moins d'attaques que prévu. Bien à ne pas prendre contre les équipes qui ont 7 et 8 points de vie, parce que ça ne sert à rien, mais sur le reste, c'est très fort. Ok. On continue avec Cher Métamorphique. Celui-là, auto-include. Quand un agent rôdeur ami est activé, il récupère jusqu'à D3 points de vie perdus. Bon, voilà. Rien à dire, à part que vous êtes obligé de le prendre. Auto. Ensuite, on a Sens amplifié. Une fois par bataille, après avoir tiré au dé pour décider l'initiative, si un agent rôdeur ami est sous terre, et si un agent ennemi est à 5 pouces de votre tunnel, vous pouvez relancer votre dé. Je sais pas. En vrai, on le prend aussi, parce que on a fait l'impasse sur quasiment... Là, il y a des situations où on en prendra un, donc là, le soin. Donc en 12e, c'était cool. Et en tant qu'équipement universel à prendre, on va prendre une barricade lourde, des fois, pour la mettre proche du tunnel. Et j'expliquerai après, il y a une stratégie autour de ça. Et peut-être des fumigènes, mais avec le nombre de points d'action limité qu'on a, pas tout le temps. Donc en fait, la relance, c'est toujours fort à avoir. Surtout que c'est à 5 pouces du tunnel et qu'à la fin de la partie, vous êtes généralement chez l'adversaire. Donc il y a quelqu'un à moins de 5. Tour 4, votre tunnel, il est à 15 pouces de votre zone de déploiement. Il y a généralement quelqu'un pas loin. Tour 3, c'est plus rare, mais tour 4, c'est impactant. Donc on le prend. C'est une relance gratuite. On sait à quel point ça peut être fort, une relance de D2 initiative. Alors, moi, pour les équipements, je suis un petit peu déçu. Je vais t'expliquer pourquoi. Je comprends, je sais déjà pourquoi. Parce que moi aussi, j'étais déçu quand j'ai lu. Mais peut-être qu'on n'est pas déçu pour la même chose, mais vas-y, dis-moi toi pourquoi. Moi, je suis déçu parce que chromatosphore de camouflage, c'est pas du tout représentatif de ce que c'est vraiment. Bon, on va pas se mentir, ça, c'est pas du vrai camouflage. Il y a pas mal de règles qui auraient pu être faites différemment pour rendre ça mieux. Je le prends quasiment jamais, et quand je le prends, j'ai forcément gagné. Mon adversaire, dire que j'ai 2D auto et que j'ai 21 points de vie, c'est pas très intéressant. Sans acide, il y avait des trucs cool à mettre à la place d'un truc qui fait des dégâts quand vous faites taper. Voilà. Cher métamorphique, tyrannide qui se soigne, ça me choque pas. Et sens amplifié, déjà le nom correspond pas trop et la relance c'est un peu bizarre, c'est fort mais je le ferai pas. Je pas mis. C'est pas très thématique. Ouais, en fait c'est exactement la même chose. Moi, ce que je trouve problématique, je me suis dit équipement faction, on va avoir des trucs vraiment pure tyrannie, de sport, je sais pas, des trucs comme ça, des mots qui correspondent à l'ADN du tyrannide. Et là, hormis le soin et hormis l'acide, les deux autres, je les trouve pas ouf. Et ça me fait chier, honnêtement, de me dire je joue tyrannide, je joue rôdeur, et je vais prendre en équipement un fumigène. Après, vous verrez, il y a un truc de description de tyrannide et ils vous disent qu'ils incitent au fait que les tyrannides n'ont pas de fumigène, mais ils ont des spores fumigènes. Ah, ok, ouais. Okay, en fait, tous les équipements génériques chez les tyrannides, c'est autre chose. Ouais, ok. Les échelles, c'est des lianes, de trucs de biomasse et tout. Ouais. Mais en fait, moi, j'aurais préféré, à la place des chromatospores de camouflage, peut-être des spores fumigènes, justement, avec un effet différent, un peu comme des fumigènes, mais autres, à la place du sang acide ou de la chair métamorphique, peut-être quelque chose qui parle d'assimilation tyrannide. Il manquerait peut-être le cadavre d'un ennemi pour se soigner ou... Ça aurait été grave cool. Après, voilà, c'est peut-être que l'équilibrage était dur à faire et je le comprends aussi, c'est pas facile d'équilibrer cette équipe. Non, mais je suis d'accord. Mais voilà, l'écriture, je la trouve un petit peu moyen. Bref, on a fait le tour. Je vais te poser quelques petites questions de fin. Déjà, qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce que t'en penses de cette team? Comment, où tu la vois? Et après, moi, je te donnerai mon avis. Alors, pour moi, les rôdeurs, c'est une team de milieu de classement. Milieu de classement à haut niveau de jeu. Parce qu'il y a beaucoup de potentiel. Elle arrive à affronter des équipes et avec un bon plan de jeu, s'en sortir sur quasiment tous les match-ups. Il y en a quelques-uns qui sont quand même beaucoup plus compliqués que d'autres, on va pas se mentir.
mais en moyenne, elle s'en sort très bien. Là où c'est plus compliqué, c'est pour les débutants. On voit 21 points de vie, on se dit qu'ils sont forts en corps à corps, vous en avez 5. Ça va très vite. Vous loupez un jet de dés, si ça se passe pas trop mal, si ça se passe mal, gardez un agent. Les agents se soignent pas beaucoup, ils prennent des tirs de bolter, ils se font exploser. Je parle même pas des lance-flammes qui ont saturation et qui font des dégâts 3-3 parce que vous avez même pas de réduction de dégâts contre ça. C'est très dur. C'est pas une team facile à jouer, mais elle est très cool. Et dans la façon de la jouer avec le tunnel, vous avez cette impression d'être un mec vicieux qui joue pas au même jeu que l'adversaire. Et c'est là où ça va être un peu bizarre. Les débutants vont pas saisir la profondeur de jeu qu'il faut pour bien maîtriser l'équipe, alors que les joueurs qui ont beaucoup plus d'expérience, globalement, tour 1, tour 2, je ne fais que passer. Il n'y a personne sur la table, je ne joue pas au jeu. S'il faut piller, je pille en première activation et je repars dans mon tunnel et je joue sans toi. Voilà. C'est très bizarre à jouer. De toute façon, je l'aurais joué pareil, moi. Voilà, c'est très 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 bizarre à jouer, c'est très je fuis. Et tour 3, tour 4, c'est Armageddon, c'est l'apocalypse, il y a des tyrannides partout dans la zone de déploiement adverse. C'est rigolo. Mais voilà. Donc c'est une team milieu de classement, pour moi, elle n'est pas trop forte. Voilà. Comme on a vu, il n'y avait pas d'aberration dans les profils. On parle bien évidemment d'armes qui ont des dégâts d'une épée tronçonneuse. C'est même pas une épée énergétique, c'est des épées tronçonneuses. Bah écoute, moi pour donner mon avis, mon humble avis, hein, j'ai beaucoup moins d'expérience dans le jeu que toi, mais j'aurais dit la même chose. Je la conseille pas à un débutant, parce que je pense que c'est une team qui est très 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 difficile à maîtriser. Peut-être que c'est la plus difficile des 3 qu'on a faites jusqu'à maintenant, parce qu'elle est punitive. Vous perdez un agent, vous perdez énormément de ressources, là où quand on a fait Death Watch, mine de rien, Space Marine a moins de points de vie, mais on a quand même une sauvegarde à 3, on a beaucoup de mécaniques, on a des bons équipements de faction. Franchement, en Space Marine, mine de rien, pour moi, c'était la meilleure team. La Death Watch, c'était la meilleure team des 3 qu'on pouvait conseiller à un débutant. Rôder, pour moi, c'est la pire des 3. Elle est même plus compliquée, limite, parce que Canoptech, elle est compliquée aussi. Hein. Elle est quand même très compliquée. Il y a plus d'outils sur Canoptech, il y a plus de choses, il y a plus de soins, et vous avez quand même des corps à 21 points de vie encore, hein. Ouais. Ça y va 3. Donc en fait, eux, ils seront plus durs à tomber qu'un tyrannide. Un tyrannide, vraiment, sur pas grand-chose, ça tombe vite. Hein. Ouais, c'est ça. En fait, on est un petit peu... On n'est pas vraiment glace canon, mais on est un petit peu glace canon, parce que c'est une team corps à corps. Hein, on est sur une team corps à corps, Rôder. On veut chercher le corps à corps. Certes, on a 20 points de vie, mais save à 5. Donc, save à 5... Dites-vous que ça équivaut à 3 agents plus ou moins de la Death Corp, hein, et 3 agents de la Death Corp, on sait que ça meurt très rapidement. Donc, voilà. En vrai, en termes de... Quand je faisais, tout à l'heure, tu parlais, je faisais le ratio de PV un petit peu, c'est en gros, c'est une Death Corp. Hein. En termes de points de vie, c'est à peu près la même chose. Les teams, en vrai, dans le jeu, elles sont plutôt équilibrées en termes de nombre de points de vie, à part 2-3 exceptions. Ouais. Là, on est à 101 points de vie, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, 101 points de vie. Après, il y a des 3 de soins à prendre en compte. Le problème, c'est que pour vous soigner, il faut être encore en vie. Moi, je me souviens encore d'un Ciblerto qui m'a one-shot mon crash venin. Ah ouais, bon. Ok, d'accord. Bah, ça arrive, je veux dire. Le mec est chaud. J'ai fait un coup de Dragon, j'ai retiré la figurine, quoi. Ça allait. Le mec est chaud. Puis surtout, il y a le problème j'ai oublié de préciser, vous pouvez changer d'ordre quand vous contre-attaquez avec les tyrannides, passer dissimulés, tout ça. Il y a beaucoup d'équipes qui s'en fichent complètement quand vous changez d'ordre, parce que si vous êtes à couvert d'un léger, ils l'ignorent parce que ceci, parce que cela. Ça va être compliqué. Hein. Faut survivre, et survivre, c'est pas tout le temps facile. Donc ouais, je la recommande pas du tout. Après, si vous adorez les tyrannides, et vous n'avez pas trop le choix, c'est la seule vraie team tyrannide. Donc allez-y, mais vous inquiétez pas. Si vous avez du mal, c'est normal. Par contre, si vous y arrivez très bien, c'est que votre ami joue les munificents ou les chèvres de l'espace. Voilà. Ouais. Là, ça se passe très bien. Ce qui ne tuera jamais, en fait, le pauvre. Il y a toujours des match-up favorables. Mais je préfère préciser, et c'est bien de le dire, et c'est souvent comme ça hein, dans pas mal de jeux. Au début, on va lire une nouvelle armée, une nouvelle team, peu importe le jeu, on va se dire ouais, ok, je sais pas, on peut avoir un a priori sur papier, on les joue, on se rend compte que c'est pas la même, on se fait ouvrir en deux, ou on dégomme l'adversaire, mais c'est parce que ou lui ne maîtrise pas sa team, ou nous ne maîtrisons pas notre team. Donc il faut vraiment faire beaucoup de parties.
Kill Team, je le dis à chaque fois, c'est un très bon jeu, mais c'est un jeu qui demande beaucoup de maîtrise, qui demande quand même, pour vraiment comprendre bien tous les mécanismes et chercher la quintessence d'une team, il faut jouer, et il faut beaucoup jouer. C'est pas comme Spearhead, Kill Team demande beaucoup plus de temps de jeu, entre guillemets, que sur Spearhead. Je fais le comparatif parce que vu que je fais pas mal de Spearhead, c'est pour ça. Mais Spearhead, il y a une façon de jouer de base du jeu. Ouais, et c'est chaque ça. team essaie d'adapter un peu leur truc. Là, sur Kill Team, chaque team a sa façon de jouer au jeu. C'est ça. Et Rauder, du coup, a une façon extrêmement originale de jouer au jeu. Et ça ne plaira pas à tout le monde. C'est ça. Mais c'est ça qui est cool sur Kill Team, c'est que tu vas chercher une nouvelle team, tu mets tes 50 balles, tu vas chercher ta nouvelle team, et tu changes complètement de gameplay. Et c'est trop cool. Le jeu n'a plus rien à voir, quoi. C'est ça. Bon, après, c'est sûr, si vous passez de Ange de la Mort à Deathwatch, ça va pas changer grand-chose. Voilà. Vous avez fait une erreur aussi, c'est pas ma faute. Vous aviez le choix entre plein de factions, vous avez pris l'autre qui est pareil. Voilà. Mais sinon, hormis ça, à chaque fois que vous changez de team, vous arrivez avec un nouveau gameplay, c'est riche, il y a une rejouabilité qui est énorme, et c'est trop cool, parce qu'en plus de ça, vous avez de une, votre team qui change complètement de gameplay, et de deux, vous avez également les terrains qui changent aussi de gameplay, que vous jouez sur Volcus, que vous jouez sur, je sais pas, Beta Decima, que vous jouez Into the Dark, ou la Nécropole, etc. À chaque fois, c'est des gameplays différents, et Rauder, peut-être qu'elle sera moins forte sur Volcus, mais plus forte sur le monde Nécropole, etc., etc. Donc, d'ailleurs, peut-être qu'elle est meilleure sur monde Nécropole, Rauder. Meilleure, je sais pas. Elle est pas trop mal. En fait, comme le fracasseur est un très bon agent, des fois on aime bien le mettre de l'autre côté d'une porte sur Volcus pour qu'il combatte en premier tout le temps et qu'il garde un point. Ok. Meilleur. Ah oui, important, les agents sont très grands, il y en a deux qui passent pas sous les plafonds. Ok. Ils ont le droit de traverser, mais ils ont pas le droit de finir. Enfin, ouais, de s'arrêter. Et le funeste cerf. Funeste cerf, il a une grille qui est énorme, hein, vraiment. Ok. Ils ont pas le droit de s'arrêter en dessous. C'est important. Okay. Ils sont pas mal sur Into the Dark, surtout qu'ils ont la capacité que le tunnel il peut traverser les murs. Ouais, c'est ce que je me. Bah, du coup, sur Nécropole, tu peux pas le faire, ça? Oui, si. Tout ce qui s'applique à Into the Dark s'applique à Nécropole. Donc, ça marche aussi. Enfin, en tout cas, c'est de l'intention. Même si c'est pas écrit spécifiquement, vraiment, c'est de l'intention qu'ont les game designers du jeu. Donc, ouais, les tunnels pourront traverser. Et je crois que si je dis pas de bêtises, sur ce genre de map, même si le déploiement est en longueur, on n'a pas la situation où. Parce qu'ils ont un souci de conception, c'est que des fois les zones de déploiement elles sont grandes comme ça, elles font 3 pouces, et des fois elles font 6. Ouais. Et votre tunnel il avance de 5 fixe, donc si elle avance de 5 et que la zone de déploiement fait 3, il peut être à 2 pouces de la zone de déploiement. Par contre s'il fait 6, à la fin du tour, au début du tour 1, votre tunnel est toujours dans la zone de déploiement. Ok. Donc non, c'est une team que j'ai fait des matchs, j'ai fait un tournoi avec elle sur 2 maps. Non, elle est bien, elle est pas mauvaise, elle demande de la maîtrise, elle surprend l'adversaire et elle dit qu'une façon de jouer un peu différente. Ok. Non, mais moi je te dis, moi elle me donne envie perso. Et je pense que vous la verrez en rapport de bataille, alors je sais pas quand, parce qu'en vrai avec Julien, on a, je crois, toutes les teams, toutes les nouvelles, on les a toutes prises, mais il faut les peindre, bon bref, je fais pas que ça va super vite à peindre. Oui, non, mais en vrai, Tyranny, ça va vite. Secrète, j'ai peint les 5 en 1 heure. Et le résultat sur table est bluffant. Mais franchement, ça m'étonne pas. Tyrannide, en vrai, ça se peint assez vite. C'est de la triche. Elle est vraiment. Peu importe si vous êtes un bon ou un mauvais peintre, il y a toujours des petites méthodes de cheat sur Tyrannide pour avoir une team très belle et pas beaucoup de temps de peinture. Ouais, non, mais carrément. Non, mais ça, je suis d'accord. Hein, Julien, il nous a fait pas mal de Tyrannides et il les a peint assez rapidement. Ça, au niveau de la peinture, c'est vrai que si vous voulez vous lancer là-dedans, que vous soyez débutant ou expert en peinture, je veux dire, bon, voilà, même un débutant, vous allez pouvoir vous faire plaisir facilement avec ça. Mais ça arrivera, je sais pas quand, mais ça arrivera, parce que il y a Age of Sigmar, il y a Spearhead, il faut peindre pour tout. Il y a plein de contenu, on a vu les dernières vidéos. C'est cool. Ah, merci. Bon, comme d'hab, si vous voulez soutenir notre travail avec Luxurio, les pouces, le commentaire, dites-nous ce que vous en avez pensé, les prochaines teams que vous voulez voir, de toute façon on va toutes les faire, donc comme ça c'est réglé. En description, vous avez le Discord si jamais vous voulez nous rejoindre et poser des questions à Luxurio, il répondra à toutes vos questions, il y a un onglet Kill Team, donc n'hésitez pas. Ensuite, si vous voulez soutenir le travail, vous avez également MyHobbyPlay, si jamais vous voulez acheter cette team ou une autre,
vous avez moins 20%. Et si vous mettez le code WizGameTV, bah, vous soutenez la chaîne. Vous avez Torek pour tout ce qui est accessoires tapis de jeu. Donc voilà, ça vous pouvez vous faire plaisir. Ils vendent des super tapis pour Kill Team. Allez-y. Nous, on en a pris, je crois, comme je t'ai dit la dernière fois, on en a 7 ou 8 avec Julien différents. Sans compter les Warcry, hein, parce que si je rajoute les Warcry qu'on peut adapter à Kill Team, c'est pas, on en a beaucoup, mais franchement, les tapis sont super quali. Donc n'hésitez pas, vous avez moins 10% avec le code WizGameTV. Vous avez également NordVPN, si jamais vous voulez prendre un VPN et vous protéger d'attaques du Warp ou de fourberie Skaven. N'hésitez pas. Et pour finir, le lien Tipeee, très important. N'hésitez pas à faire un petit don à la chaîne pour soutenir le travail et surtout tous les rapports de bataille qu'on vous fait. C'est le plus important, c'est le plus laborieux. Donc ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Donc si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à faire un petit don. Et en plus, vous avez des avantages dépendamment du don que vous faites. Luxurio, merci encore à toi. Merci à toi de l'invitation, c'était très cool. Franchement, c'est grave cool. Est-ce que tu as un mot de fin à dire ou c'est OK pour toi? Il n'y a rien qui me vient en tête, je suis désolé. Non, non, mais très bien. Non, mais si tu voulais rajouter quelque chose, je t'ai pas laissé à la fin. Non, j'ai pas eu le temps de réfléchir. Non, non, bah, c'est très bien. Ok. Bah, merci encore à toi. Et nous, on vous dit à plus pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!